Bonjour et bienvenue dans cette ultime séance, la 7e, consacrée à la séquence 6 du programme d'histoire des classes de 5e, qui a pour thème, je vous le rappelle, les villes et le grand commerce dans l'Occident médiéval. Et nous allons aujourd'hui consacrer une dernière séance à la ville de Bruges. Et nous allons voir la ville de Bruges sous un angle un peu moins économique, un peu plus politique, puisque nous allons voir que grâce aux bourgeois qui se sont enrichis par le grand commerce, les villes comme Bruges se sont mises à rêver d'une certaine liberté, d'une relative indépendance par rapport à leurs seigneurs, et nous allons étudier aujourd'hui la conquête de l'autonomie communale. Granger, Bruges, la conquête de l'autonomie communale. Alors, je suis bien conscient que pour l'instant, le titre peut vous paraître un peu mystérieux, tout comme la problématique que nous découvrons ensemble. Comment les riches bourgeois de Bruges sont-ils parvenus à conquérir l'autonomie communale au cours du Moyen-Âge? Qu'est-ce qu'on entend par autonomie communale? C'est tout le nœud du problème, mais si tout va bien, si vous suivez bien les explications, et si de mon côté je suis suffisamment clair, en fin de séance, vous aurez compris de quoi il s'agit. Alors en fait, si vous regardez ce document, cette image, qui n'est pas une miniature du Moyen-Âge, c'est une photographie contemporaine, mais qui nous présente des bâtiments qui, eux, remonte au Moyen-Âge. On aperçoit sur la gauche de la photographie un grand bâtiment avec une façade qu'on devine assez majestueuse, très longue façade, un bâtiment imposant. C'est l'hôtel de ville, autrement dit la mairie. On aperçoit aussi quelque chose qu'on pourrait à tort prendre pour un clocher d'église ou de cathédrale, parce que c'est très vertical. En fait, c'est un beffroi. Donc je reviendrai sur ce que c'est que le beffroi en cours de séance. Et on aperçoit au pied du beffroi un bâtiment rectangulaire avec une cour intérieure. C'est une halle du commerce. Eh bien, sachez que vous avez sous les yeux deux des pouvoirs qui se concentrent dans les villes du Moyen-Âge. Le pouvoir commercial, le pouvoir des marchands, le pouvoir économique si vous préférez, symbolisé par la halle. Ça doit être une halle au grain ou peut-être même une halle au drap. C'est peut-être bien la halle, une des deux halles au drap justement de Bruges, le drap de laine. Quant à l'hôtel de ville qui apparaîtra en fin de Moyen-Âge, c'est le pouvoir communal, ou si vous préférez, aujourd'hui on dirait le pouvoir municipal. Ajoutez à cela deux autres pouvoirs, et ça fera quatre pouvoirs qui sont concentrés au cœur d'une ville du Moyen-Âge. La deuxième remarque que j'aimerais faire avec vous concernant le plan de la ville de Bruges, c'est justement la présence de l'activité commerciale, marchande à Bruges. Eh bien, en fait, si vous regardez bien, vous avez des hachures rouges qui sont disposées sur le plan de la ville du XIe siècle, c'est-à-dire la ville en orange, et on voit que ces hachures rouges, ça correspond au quartier des fabricants et marchands de tissus, c'est-à-dire tous les métiers liés à la confection du drap de laine, les tisserands,
les fileurs, les foulons, les teinturiers, les marchands, tout bêtement, de draps. Et on voit que cet espace s'inscrit dans une sorte de triangle entre le marché, la halle et l'hôtel de ville. La deuxième remarque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que on surnomme Bruges la Venise du Nord, parce que comme la grande Sérénissime, la grande ville italienne de l'Italie du Nord, Venise, eh bien Bruges est parcourue par des canaux. Et justement, ces canaux qui permettent d'ailleurs au passage de doubler les remparts, les enceintes de la ville au XIe siècle et même au XIIIe siècle, ces canaux n'ont pas qu'une utilité éventuellement militaire. On va transporter sur des barques, toujours plus petites, les marchandises jusqu'à l'intérieur du centre-ville de Bruges. Démonstration avec la diapositive suivante. Ces deux autres pouvoirs qui ne sont pas le pouvoir communal, municipal si vous préférez, ni le pouvoir commercial, c'est le pouvoir religieux. Alors lui, il est assez facile à voir, hein. On le devine à travers les nombreuses églises et cathédrales saint-donatiens de la ville. Les rectangles noirs avec les croix latines à l'intérieur, sans oublier l'hôpital Saint-Jean, sur lequel on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Ça, c'est le pouvoir et la présence de l'Église dans la ville de Bruges. C'est le troisième pouvoir, le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux. Quant au quatrième pouvoir, c'est peut-être le moins facile à deviner, mais si vous regardez les stries vertes sur le plan de la ville, en plein milieu de la ville, quelque part entre l'hôtel de ville et la cathédrale Saint-Donatien, vous verrez que c'est ce qu'on appelle le faubourg, le quartier des soldats. Et les soldats de qui? Eh bien les soldats du comte de Flandre. Parce que Bruges, au départ, est une ville qui appartient au seigneur comte de Flandre. Et ça, c'est le pouvoir seigneurial, c'est le pouvoir, un autre pouvoir politique. Donc, 4 pouvoirs qui cohabitent dans un tout petit périmètre, avec évidemment des risques de conflit. Quittons pendant quelques instants la ville de Bruges pour prendre un exemple qui nous est beaucoup plus familier normalement, qui nous est beaucoup plus local. C'est l'exemple de la ville de Moulins-sur-Allier. Eh bien, les 4 pouvoirs que je viens d'évoquer, on les retrouve aussi, et sur un plus petit périmètre encore qu'à Bruges, puisque Moulins est quand même une ville de taille beaucoup plus modeste. Si vous regardez la photo centrale, une capture d'écran de Google Earth, vous apercevrez 4 cercles rouges que j'ai dessinés à votre intention. Donc on va identifier la cathédrale Notre-Dame du Bourbonnais, c'est son nom, la collégiale Notre-Dame du Bourbonnais, c'est le pouvoir de l'évêque, c'est le pouvoir spirituel, c'est le pouvoir religieux. En face de la porte d'entrée de la cathédrale, il y a qu'à traverser la rue, pour les gens qui connaissent. Aujourd'hui, il y a des commerces, il y a un libraire qui vend des livres anciens, il y a un petit restaurant notamment. Mais sous ce qu'on appelle la maison aux arcades, c'est-à-dire les piliers là, vous aviez la halle au blé. C'est là où se vendaient les grains, les céréales. Donc c'est le pouvoir commercial, le pouvoir des marchands. Et puis de l'autre côté de la cathédrale, vous avez la Mal Coiffée, c'est son surnom, le château des ducs de Bourbon, et bien ça c'est le pouvoir seigneurial, bien entendu. Mais pas très loin du pouvoir commercial, du pouvoir religieux et du pouvoir seigneurial, vous avez également le beffroi version moulinoise, qu'on appelle le jacquemart et qui témoigne qu'à la fin du Moyen-Âge, au cours du Moyen-Âge, Moulins
a pris sa liberté vis-à-vis des ducs de Bourbon et que Moulins a eu son propre conseil municipal, son conseil communal si vous préférez, et nous retrouvons donc là encore les 4 pouvoirs qui cohabitent dans une ville au Moyen-Âge. Alors, quelques mots sur le pouvoir seigneurial, parce que c'est quand même le tout premier. Nous avons un texte qui nous explique les origines de la fondation de la ville de Bruges. Baudouin, le comte de Flandre, construisit une forteresse. Par la suite, pour les besoins et les nécessités de ceux de la forteresse, c'est-à-dire les soldats qui vivaient avec femmes et enfants à l'intérieur de la forteresse et qui ne pouvaient évidemment pas en sortir comme ça leur chantait parce que justement ils gardaient la forteresse, des marchands d'articles coûteux commencèrent à affluer près du pont du château. Et bien oui, parce que ces soldats étaient bien payés. Ils étaient bien payés et régulièrement payés, ça compte aussi ça. Ils étaient régulièrement et bien payés d'abord parce que le comte était riche, parce que le comte de Flandre c'est un noble qui est riche, qui a les moyens de se payer des soldats, mais aussi parce que c'est dans l'intérêt du comte de bien payer ses soldats. Parce que s'il les paye mal ou s'il oublie de les payer, eh bien les soldats y réfléchiront à 2 fois avant de garder la forteresse, ou même, si la forteresse est attaquée, de se faire tuer pour le compte d'un comte qui justement est un radin. Donc du coup, les soldats de la forteresse ont ce qu'on appellerait aujourd'hui un fort pouvoir d'achat. Donc du coup, ça intéresse les marchands. Les marchands, ils vont toujours là où il y a de l'argent à gagner. Mais les marchands, donc, ils viennent avec leur chariot, ils restent 2-3 jours sur place, ils repartent, quitte à revenir la semaine, le mois suivant, le trimestre suivant. Donc, ils vont finir par se sédentariser. Ensuite, des aubergistes se mirent à construire des maisons et à préparer des logements pour fournir à manger et à coucher à ceux qui avaient affaire avec le seigneur. Et ben voilà, vous allez avoir des hôtels, restaurants, comme on ne disait pas à l'époque, et du coup, au pied de cette forteresse, et du pont de la forteresse, va naître une ville. Finalement, le seigneur est à l'origine de la ville de Bruges. Et l'abbé de Saint-Bertin, Jean le Long, certainement surnommé ainsi en raison de sa grande taille, poursuit son histoire des origines de Bruges. Chacun s'écriait « Allons au pont !» Les habitants s'y accrurent de telle sorte que bientôt naquit une ville importante, qui jusqu'à aujourd'hui conserve son nom vulgaire, c'est-à-dire son nom commun, de pont, car Brugge, ça provient de Brücke, et Brücke en allemand ça signifie pont, et Brugge en flamand ça veut dire pont. Donc si nous on traduisait mot à mot le nom de la ville, eh bien sur les cartes routières, la ville de Bruges serait remplacée par la ville de Pont. Le pont, tout simplement. Sur cette illustration que j'ai mise sur la diapo, vous reconnaissez la fameuse grue en bois avec sa cage d'écureuil destinée à charger et à décharger les marchandises et notamment les tonneaux de vin. Donc au départ, la ville est née de par la volonté du seigneur et le seigneur règne en maître sur sa bonne ville de Bruges. On est exactement dans la même situation qu'à la campagne. Sauf qu'au moins autant qu'à la campagne, et même plus qu'à la campagne, le seigneur va devoir compter avec le pouvoir de l'Église. Parce que les églises sont nombreuses, je vous l'ai dit, parce qu'on va trouver un homme important
qui est l'évêque. L'évêque, on ne le trouve pas à la campagne, on ne le trouve pas dans les petits villages, les petites chapelles, les petites églises de village. Par contre, on va le trouver dans les cathédrales des grandes villes. Et on va trouver aussi, ce qu'on ne trouve pas forcément à la campagne non plus, mais des hospices ou des hôpitaux, comme le fameux hôpital Saint-Jean, construit à Bruges au bord du canal, qui est l'un des plus vieux, si ce n'est le plus vieil hôpital du Moyen-Âge, bâti en Occident, puisqu'on estime sa fondation vers 1150. De mémoire, c'est à peu près à cette époque-là qu'est construite, si mes souvenirs sont bons, l'église Notre-Dame de Saint-Nectaire, qu'on a étudié, vous savez, avec l'art roman, quand on a étudié justement les campagnes au Moyen-Âge. Et on voit que l'église est très présente en ville parce qu'elle vient en aide aux faibles, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire les orphelins, c'est-à-dire les enfants des rues, ceux qui n'ont ni père ni mère, les malades, les indigents, autrement dit les pauvres, qui sont recueillis selon le principe de la charité chrétienne et qui sont soignés par les communautés monastiques, c'est-à-dire les moines ou les bonnes sœurs, qui vont se succéder jusqu'à la fermeture de l'hôpital en 1971. Alors les lieux ont été conservés, sauf qu'aujourd'hui on n'y soigne plus les gens. Aujourd'hui c'est un musée. J'imagine qu'on a aussi rajouté l'électricité et l'eau courante par rapport au Moyen-Âge. Le comte de Flandre ne réside pas en permanence à Bruges parce que le territoire qu'il gère est très vaste et le comte se partage entre ces différentes bonnes villes, comme il les appelle, notamment la ville de Gand, la ville d'Arras, et donc il va d'une ville et d'un château à l'autre et il n'est pas toujours présent. C'est pour cela qu'il a décidé, vers 1240, de confier la gestion de la ville de Bruges à un conseil, qu'on pourrait appeler un conseil communal, un conseil municipal, mais il va confier la ville et sa gestion, évidemment à des gens de confiance, ça va de soi, des gens que l'on appelle les patriciens. Alors, patricien, c'est un terme qui remonte à l'Antiquité romaine. Pour faire simple, c'est des membres de la petite noblesse locale qui vont donc, au nom du seigneur, rendre la justice, prélever les impôts, veiller à l'entretien des murailles de la ville, veiller à la sécurité dans les rues, ce qui n'est pas chose facile, en particulier la nuit, bon, ce genre de choses. Et bien entendu, ces patriciens vont donc prélever l'impôt parce que pour pouvoir financer les besoins de la ville, il faut de l'argent et c'est l'argent des impôts, notamment prélevés sur les riches bourgeois, qui servent à alimenter les caisses de la ville. Or, en 1280, va éclater à Bruges une violente émeute urbaine, comme il arrive assez régulièrement qu'éclatent des émeutes dans les grandes villes d'Occident. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement, le texte que nous allons lire va nous l'apprendre. Vous l'aurez deviné, si les gens se révoltent, c'est qu'ils sont en colère. Et nous allons le découvrir maintenant, le pourquoi de cette colère. Les historiens ont conservé un précieux document qui nous explique les motivations des émeutiers de 1280. Les représentants des métiers de Bruges vous informent, vous, le comte de Flandre, que les patriciens ont pris des décisions très injustes, de sorte que la discorde règne dans la ville. La discorde, c'est-à-dire le fait que les Brugeois sont fâchés les uns contre les autres. Cette décision n'a pas été prise par le seigneur du pays,
le comte. Alors, ce premier paragraphe nous enseigne 3 choses. Il nous enseigne que la colère des brugeois est dirigée contre les patriciens. Ils sont accusés d'avoir pris des décisions particulièrement injustes. Alors, c'est un peu vague, l'explication viendra après. La deuxième chose, c'est que l'on sait finalement qui est derrière l'émeute. Il s'agit des représentants des métiers, c'est-à-dire les corporations dont nous avons déjà évoqué l'existence lors de la séance précédente, lorsqu'on a étudié ce règlement des métiers, ce règlement de la corporation des foulons de Bruges, où on est très sévèrement réglementé sur tout, sur les prix, sur les conditions, les horaires, les salaires, et même, rappelez-vous, sur la vie privée. Donc ça veut dire que c'est le pouvoir commercial, le pouvoir marchand, le pouvoir bourgeois qui se révolte contre le pouvoir politique. Alors, ce n'est pas forcément les Arnolfini et autres bourgeois très en vue de Bruges qui sont allés mettre le feu au beffroi dans lequel siégeaient les patriciens. Évidemment que ce n'est pas eux qui ont jeté des pierres et allumé l'incendie. Mais ils sont certainement derrière les émeutiers. Et c'est eux qui tiennent les ficelles, qui tirent les ficelles de l'émeute. Le troisième renseignement, c'est que les gens qui ont écrit ce texte sont très habiles. Ils vont devoir se justifier devant le comte et ils n'accusent pas le comte d'être responsable de la situation, bien au contraire. Le comte n'a pas pris les mauvaises décisions. Donc le comte n'est pas l'ennemi. Et les bourgeois ne veulent surtout pas se faire un ennemi du comte. Au contraire, ils en appellent au bon sens du comte et ils demandent au comte d'arbitrer de manière juste, c'est-à-dire dans leur intérêt. Jamais les impôts ne furent aussi élevés qu'aujourd'hui. Ah, voilà ce qui est reproché aux patriciens, d'avoir pressuré les bourgeois de Bruges, d'avoir exagéré sur les impôts. Les représentants des métiers, toujours eux, veulent voir les comptes de la ville et connaître chaque année l'emploi de ses revenus, puisque c'est eux qui paient. Et oui, les riches paient les impôts, ça les agace de devoir payer tant d'impôts, et ça les agace aussi, eux qui ont l'habitude de gérer des budgets, ça les agace de ne pas avoir leur mot à dire. Parce qu'ils ont le sentiment que si c'était eux qui dirigeaient la ville, eh bien l'argent serait peut-être mieux employé et les impôts ne seraient peut-être pas aussi lourds. Les représentants des métiers demandent à participer au gouvernement de la commune. Le pouvoir commercial exige le pouvoir communal. Alors bien sûr, le comte va rétablir l'ordre par la force. Bah oui, il ne peut pas laisser des gens mettre la ville à feu et à sang. Le beffroi qui a été incendié, bon, il ne peut pas le laisser passer comme si de rien n'était. Donc le comte va réprimer la révolte, il va probablement pendre quelques émeutiers, mais il va accorder l'année suivante, dans les mois qui suivent, de nouvelles libertés à la ville. Il va décerner à la ville une charte de franchise. Alors vous avez une image qui montre, alors pas celle de Bruges, j'ai pas réussi à la trouver, mais qui montre à quoi ressemble une charte de franchise. En fait, c'est un manuscrit, mais un manuscrit revêtu du sceau communal et du sceau seigneurial, c'est-à-dire les deux parties qui ont négocié dur l'existence de ce texte, puisqu'il s'agit d'un texte, la charte de franchise, qui accorde des libertés à la ville et à ce qu'on pourrait appeler le gouvernement communal, le conseil municipal si vous préférez. Alors que nous dit la charte de franchise
de Bruges. Alors, je vous en ai gardé quelques extraits, les plus intéressants. Article 1. Le comte nommera tous les ans 13 échevins. Vous voyez qu'il n'a pas peur de la superstition du chiffre 13, mais c'est très habile de nommer un nombre impair. Parce qu'en cas de vote, par oui ou par non, avec un nombre impair, il y aura toujours une majorité. Majorité de oui, majorité de non, il n'y aura pas d'égalité. Vous noterez que le comte garde néanmoins la main sur le conseil municipal. Les conseillers ne sont pas élus, ils ne sont pas élus par les citoyens. Dans un premier temps, ça viendra plus tard, dans un premier temps, le comte les nomme. Donc il va nommer des gens qui vont s'efforcer de travailler en bonne intelligence avec lui. Et en plus, il les nomme tous les ans. Comme ça, si jamais le comte trouve qu'un échevin, c'est-à-dire un conseiller municipal, prend des décisions qui l'agacent, et bien l'année suivante, il le change, il le remplacera par un autre. Ça limite la liberté de manœuvre des échevins s'ils veulent être nommés l'année suivante. Ils sont obligés de faire attention. Mais en même temps, le seigneur, le comte de Flandre, n'est plus le maître absolu de sa ville, puisqu'il doit jurer devant les échevins de conserver à la ville ses coutumes et ses règlements. Or, les coutumes et les règlements seront désormais pris par les échevins. Article 10. Le comte se réserve les amendes et les délits concernant les monnaies, ainsi que le soin de réprimer les crimes commis contre la Sainte Église. Bon, autrement dit, le comte va conserver son pouvoir de justice, comme dans les campagnes, mais il va les conserver pour deux catégories de crimes, parmi les plus graves, le crime de fausse monnaie, ça c'est très très mauvais pour le commerce, la fausse monnaie. Quand les marchands ont l'impression, enfin pas que l'impression, quand ils sont payés en fausse monnaie, ben après ils viennent plus, ou ça fait une mauvaise publicité pour la ville, donc ça c'est très grave. Et puis les crimes d'hérésie contre la Sainte Église, contre l'Église, c'est-à-dire les croyants qui ne croient pas correctement, ça c'est le comte qui continue à juger. Par contre il abandonne tout le reste, les délits, tout le reste est abandonné aux échevins, qui vont donc partager avec le comte le pouvoir de justice. Article 49. Si le comte accuse des échevins d'avoir mal rendu à justice, et que le jugement des échevins est confirmé par les échevins des bonnes villes, des autres villes du comté de Flandre, Gand, Ypres, Lille, Douai, le comte leur doit réparation du déshonneur. C'est-à-dire que si le comte entre en conflit pour des raisons de justice avec ses échevins, le comte peut demander aux autres échevins de ces autres villes d'arbitrer la querelle. Mais si par malheur pour le comte, les échevins des autres villes donnent raison à leurs collègues de Bruges, le seigneur devra mettre un genou à terre et demander pardon. C'est une situation très inconfortable pour l'autorité d'un seigneur. Que nous apprend la suite du texte de la franchise? Article 65. Les échevins ont le pouvoir d'établir des impôts pour payer les dépenses et les dettes de la ville. Ah, ça c'est un article important. Et c'est un pouvoir qui peut se révéler à double tranchant. Désormais, les échevins ont le pouvoir de lever l'impôt, de prélever l'impôt en leur nom et non plus au nom du seigneur, pour alimenter les caisses de la ville et pour ensuite, évidemment, faire les dépenses qu'impose l'entretien des rues, des remparts, construction d'un certain nombre de bâtiments publics, etc., etc. Mais c'est à double tranchant parce que c'est justement parce que les impôts étaient insupportablement élevés que les bourgeois s'étaient révoltés. Maintenant qu'ils sont aux affaires et que c'est à eux de gérer la ville, eh bien, si jamais ils sont dans l'incapacité de baisser les impôts, eh bien, dorénavant, les habitants de Bruges ne se révolteront plus contre les patriciens, mais contre eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est à double tranchant, parce que c'est toujours facile de critiquer
les patriciens qui dépensent l'argent à tort et à travers, mais une fois qu'on a pris leur place, eh bien, on se rend parfois compte qu'il y a des dépenses incompressibles et que c'est pas si facile que ça de faire baisser les impôts. Le beffroi de Bruges est le principal monument de la ville, qui pourtant n'en manque pas, hein, et qui est une ville encore aujourd'hui extrêmement touristique. Alors, ce beffroi, qui est comparable au Jacquemart, à la tour du Jacquemart de Moulins, ou à la tour qu'on trouve également à Saint-Pourçain-sur-Sioule, parce que des beffrois, il n'y a pas besoin d'aller à Bruges pour en trouver. On en trouve quand même surtout essentiellement dans le nord de la France. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, si ça n'a pas changé, le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club, le club de foot de la ville de Lille, dans le nord de la France, presque à la frontière belge, dans son logo, a un beffroi. Donc ça, c'est très caractéristique des villes du nord de la France, la Belgique, mais on trouve aussi des beffrois ô combien célèbres en Italie, dans les villes italiennes, c'est-à-dire que c'est le monument commun à toutes les villes qui affichent fièrement leur liberté, leur autonomie communale. Alors le premier beffroi, on n'en a pas gardé la trace puisqu'il a été construit en 1240, mais au bout de 40 ans, il a été détruit, brûlé par les émeutiers en 1280. Donc après, plusieurs beffrois se sont succédés, ont été reconstruits. L'actuel, celui que vous voyez en photo, n'est pas le plus haut, mais avec 83 mètres de hauteur, malgré tout, c'est un monument imposant que l'on voit de loin, et c'était aussi le but. Un escalier de 366 marches, c'est-à-dire une marche par jour de l'année, symboliquement, ça impose le respect et c'était le but. Il fallait montrer aux alentours que Bruges était une ville riche et puissante et surtout autonome. C'est un peu un couteau suisse ce beffroi puisqu'il a eu de nombreuses utilisations. À sa base, une halle, donc le pouvoir commercial, hein, mais également il a servi de prison municipale. Il a servi aussi d'archive pour les décisions prises par les échevins, hein, les édits municipaux, et évidemment la cloche permettait de sonner les heures, et après le Moyen-Âge, quand on a rajouté une horloge, ça a permis de donner l'heure à tout instant aux habitants de la ville. Donc ce beffroi, les habitants de Bruges y sont très attachés parce qu'il représente un pan important de leur histoire et parce que véritablement ce bâtiment avait beaucoup d'utilité. Et il était l'un des symboles des libertés communales de Bruges. Alors, ce que vous avez sous les yeux ressemble fort à une pièce de monnaie. Ça a la forme d'une pièce de monnaie, ça pourrait avoir la forme, la couleur d'une pièce en or, mais c'est pas une pièce en or, et c'est même pas une pièce du tout. Parce qu'en fait, c'est un sceau. Un sceau, c'est-à-dire un cachet de cire qui fait office, au Moyen-Âge, de signature. C'est-à-dire que c'est l'équivalent aujourd'hui du tampon administratif qu'on ancre et qu'on appose en bas d'un document pour en certifier la conformité, la légalité, la validité. Là, c'est simple, en général, c'est une bague que l'on garde au doigt, qui d'ailleurs donnera le garde des sceaux, ministre de la Justice des rois de France, une bague que l'on va tremper dans un cachet de cire chaude et qu'on va retirer et qui va garder l'empreinte. Et la cire va garder l'empreinte de la bague. Et là, c'est ainsi que fonctionne le sceau donc le Sigillum Oppidis Brugensis, le sceau de la ville de Bruges. C'est-à-dire que c'est la signature des échevins quand ils prennent une décision appelée édit municipal ou édit communal,
eh bien, pour authentifier leur volonté, ils appliquent le sceau communal. Et ils ne sont pas si nombreux que cela. Au Moyen-Âge, les détenteurs d'un sceau, il y a évidemment le roi, hein, le roi de France possède le sceau royal. Les évêques, l'évêque possède le sceau ecclésiastique, hein, vous avez les petits seigneurs qui peuvent éventuellement avoir leur propre sceau. Les organisations de marchands peuvent avoir un sceau commercial, et puis on a à peu près fait le tour de la question. C'est un signe fort de pouvoir. Ce magnifique et imposant bâtiment, dont la façade impose encore aujourd'hui le respect, hein, sur la photographie, façade de style gothique flamboyant, c'est l'hôtel de ville, c'est-à-dire la mairie. Alors, à partir de 1376, les échevins vont se réunir dans ce bâtiment, à la hauteur de leur fonction et surtout à la hauteur de la réputation de la ville qui est devenue la capitale de l'économie européenne, au moins au même titre que Venise, plus au sud de l'Europe. Avant 1376, les échevins devaient se contenter d'un lieu beaucoup plus modeste, qui ne faisait pas honneur à leur fonction, et qui en plus avait été pendant longtemps une prison. Bon, tout simplement parce que le beffroi n'avait pas survécu à l'incendie de 1280. Ensuite, il avait été reconstruit. Mais le beffroi a servi un temps pour les conseils municipaux, mais il faut croire que ça n'était pas très confortable, disons. Donc la verticalité du beffroi s'adaptait peut-être moins à l'horizontalité de cet hôtel de ville majestueux, qui est un symbole, là encore, de l'autonomie communale de Bruges. Alors, il est temps de passer à l'exercice qui va nous permettre de récapituler tous les symboles de l'affirmation de l'autonomie communale, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de comprendre, de voir et de comprendre qu'une ville n'est plus géré uniquement par son seigneur, mais que le seigneur a abandonné tout ou partie de ses pouvoirs à un conseil communal, des échevins, par exemple, dans le cas de Bruges. Donc je vais vous demander de replacer à leur place, dans les cases du tableau de gauche, tous les termes qui apparaissent dans la liste de l'exercice. Mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice, vous verrez, ça n'est pas très difficile. Donc voilà le corrigé de l'exercice. Le conseil communal, c'est les échevins, ce sont les échevins. Le seigneur abandonne en partie ses pouvoirs au conseil municipal par le biais d'une charte de franchise. La loi établie par le conseil communal, c'est l'édit communal. L'hôtel de ville, la mairie, ça va être le beffroi en attendant que les bourgeois de Bruges fassent construire un véritable hôtel de ville, celui qu'on vient de voir en photo juste auparavant. Ça sera au milieu du XVe siècle, je vous le rappelle. La police, l'armée, entre guillemets, qui protège la ville de ces voleurs, par exemple, c'est ce qu'on appelle le guet ou la milice communale. La signature du conseil communal en bas de l'édit, c'est le fameux sceau communal dont on a parlé tout à l'heure, qui est apposé en bas de tous les textes décidés par les échevins. Et enfin, les murailles, les remparts, qu'on voit presque d'aussi loin que le beffroi, elles sont financées, entretenues avec les impôts des bourgeois, elles protègent la ville. Voilà.
Alors, quels sont les repères clés de la séquence mise en œuvre particulièrement au cours de la séance? Eh bien, il y en a deux qui se suivent chronologiquement, puisque l'un est la conséquence de l'autre. 1280, importante émeute sociale à Bruges contre les patriciens. Et 1281, le comte accorde la charte de franchise à la ville de Bruges avec ses premiers échevins relativement autonomes et qui remplacent les patriciens. Alors voici le texte de la leçon que je vous propose de lire avec vous. Donc le thème de la séance était Bruges, la conquête de l'autonomie communale. Conséquence de la spectaculaire révolte urbaine à Bruges en 1280, le comte de Flandre abandonne une partie de ses pouvoirs sur la ville à travers une charte de franchise négociée avec les riches bourgeois. Le seigneur abandonne une partie de ses prérogatives en matière de justice et d'impôts. Il se réserve le pouvoir de juger les criminels, mais les délits sont jugés par les échevins. Dans un premier temps, le comte garde le contrôle sur le conseil communal composé de 13 échevins qu'il nomme lui-même pour une durée d'1 an, préférant les patriciens de préférence aux bourgeois beaucoup plus indépendants. Les riches bourgeois évincent progressivement les patriciens, affirmant l'autonomie communale de Bruges. En toute indépendance du seigneur, les échevins prennent des édits revêtus du sceau communal qui ont valeur de loi et que doit faire respecter le guet, c'est-à-dire la police ou la milice communale. Le beffroi, tour de 83 mètres de haut, construite après 1280, est l'hôtel de ville qui abrite les échevins. Il accueille aussi les archives et la prison de la ville. Il est surtout, avec les murailles entourant la ville, le symbole de l'autonomie communale de Bruges. Donc, comme vous l'aurez noté, beaucoup de vocabulaire, un vocabulaire très précis, très technique, que je vous invite maintenant à faire vôtre en apprenant la leçon. Voilà, on en a fini avec les villes au Moyen-Âge. J'espère que la séquence vous aura intéressé, vous aura apporté quelque chose. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle séquence sur tout à fait autre chose. Bonne journée, à bientôt.